Good afternoon, everyone, and welcome to this. Bonjour à tous et bienvenue à cette session sur les données qui sont contrôlées, Big Data Under Control. C'est moi qui serai la modératrice de ces débats. Je m'appelle Rebecca. Nous avons parmi nous Monsieur Joe McNamee, directeur exécutif de droit numérique européen, une organisation qui regroupe des organisations des droits civiques européennes qui travaillent dans le domaine du numérique. Nous avons également Carl Fried Kleber, journaliste suédois, qui travaille également pour l'agence de presse suédoise et qui travaille également sur un projet visant à protéger les journalistes et les personnes qui dénoncent en ligne. Nous avons également Leonardo Cervera Navas qui travaille au sein du Bureau du contrôleur européen de protection des données. Avant de commencer, quelques petites annonces. Cette séance de travail est diffusée par Internet en direct. Nous vous encourageons à participer sur Twitter, #iStream. Les travaux auront lieu en anglais, mais l'interprétation est assurée vers l'allemand et le français. Vous pouvez également vous exprimer dans ces langues si vous le souhaitez. Pour ceux d'entre vous qui participent au Eye Contact après cette séance, nous resterons dans cette salle et donc si vous le souhaitez, nous resterons là et vous pourrez venir nous voir. Nous sommes à votre disposition pendant 1 heure environ si vous souhaitez venir nous parler d'une chose ou d'autre. Je vais maintenant vous présenter comment les choses vont se passer. Nous allons entendre des introductions de 3 à 5 minutes de chacun des orateurs, puis vous aurez la parole pour poser vos questions. Je prendrai également les questions des personnes qui sont sur Twitter. Donc vous pouvez, si vous le voulez, également poser votre question sur Twitter. Avant de commencer, je vais faire ici un petit sondage sur les données. Pensez-vous que l'on est maintenant hors de contrôle? Ceux d'entre vous qui pensent que ces grandes données sont hors de contrôle, maintenant, levez la main. Et ceux d'entre vous qui pensent que ce n'est pas le cas, que l'on contrôle encore bien les choses? Très bien, merci. Nous allons commencer par Joe. Vous travaillez maintenant pour l'association Droit numérique européen. Vous avez lancé une campagne et vous avez mis l'accent sur la réutilisation des données privées par les autorités publiques. Pouvez-vous nous présenter rapidement de quoi il s'agit? Bonjour à tous. Comme l'a dit Rebecca, je travaille pour Droit numérique européen. Nous sommes également sur Twitter pour ceux que cela intéresse. Et nous avons également lancé une campagne visant à encourager les gens à s'impliquer davantage dans les prochaines élections européennes. Nous voulons qu'ils votent pour des candidats qui ont fait des promesses, c'est-à-dire de défendre vos droits. Si vous avez 30 petites secondes, vous pouvez aller sur wepromise.eu si vous avez l'âge de voter. Et déjà, vous pouvez promettre de voter, c'est un bon début. Ce qui est intéressant dans les bases de données des secteurs privés est que très souvent, elles sont reprises par les autorités de l'État. Il y a par exemple des listes de passagers qui sont d'abord utilisées par les compagnies aériennes pour rassembler des informations sur les passagers. Et maintenant, il y a un accord d'échange de données avec les États-Unis, l'Australie. Il y a également un projet de directive sur les données concernant les passagers au niveau européen. Il y a également les données SWIFT qui sont utilisées par l'entreprise SWIFT pour pouvoir suivre les transactions financières. L'Union européenne et les États-Unis ont également un accord visant à partager ces données SWIFT. Ces 8 dernières années, nous avons également une directive sur la conservation des données sur les télécommunications, mais au bout
de 8 ans, les institutions européennes ont enfin dit que cela était illicite et cela n'aurait d'ailleurs jamais dû être fait. Ce qui est intéressant pour ces données personnelles, c'est ce qu'elles étaient avant, ou en tout cas ce que les gens pensent qu'elles sont. Avant, les données personnelles, dans les grandes lignes, il s'agissait de données dont on était conscient, que l'on transmettait à des entreprises et l'on savait plus ou moins que ces entreprises avaient ces données, votre nom, votre adresse. Vous avez par exemple une carte de fidélité dans un magasin avec des informations que vous avez fournies, vous saviez plus ou moins ce qui se passait. Mais avec ces big data, les grandes données, il est de plus en plus possible d'obtenir des informations sur vous alors que vous n'auriez pas pu imaginer que cela était possible. En mars de l'année dernière, une étude a été publiée par l'université de Cambridge et je l'ai trouvée vraiment très intéressante. Cette étude s'est portée sur 58 000 volontaires et l'on s'est pensé sur l'utilisation du bouton like, j'aime sur Facebook. Et l'on regardait sur cette base qu'est-ce qu'on pouvait trouver comme information sur ces gens. Donc on regardait quand les gens cliquaient sur j'aime, pourquoi ils le faisaient. Et sur cette base, on a pu voir s'il s'agissait d'hommes ou de femmes. Bon, ça c'est assez évident à première vue. S'ils fumaient ou non. S'ils se droguaient ou non. Et ce que je préfère ici, dans une mesure plutôt fiable sur le plan statistique, on pouvait voir si les parents de cette personne étaient encore ensemble lorsque la personne avait atteint l'âge de 21 ans. Je ne sais pas combien d'entre vous ont déjà cliqué sur le j'aime sur Facebook en vous disant oh bon voilà je clique parce que mes parents étaient encore ensemble quand j'avais 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans, etc. Mais ceux qui ont accès au contexte plus général, aux informations sur davantage de personnes que vous, ont pu parvenir à ces conclusions et ont pu en fait trouver cette logique. Ils ont trouvé quelle était votre situation familiale, quelles étaient vos idées politiques. Bon, je n'ai rien à cacher, donc je n'ai peur de rien. C'est un argument assez faible en fait. Vous ne savez pas, et je ne sais pas, si je suis dans une catégorie qui est en fait vraie ou non, sur la base de ces présomptions de la part de ceux qui surveillent les données. Donc cette étude a porté sur 58 000 personnes, sur la base de données assez peu nombreuses finalement sur Facebook. Et si l'on ajoute à cela les milliards de personnes qui utilisent Facebook, plus toutes les informations supplémentaires, le nombre d'amis, l'interaction avec les amis, le nombre de photos qui se trouvent sur les photos. Là, c'est intéressant aussi. Vous pouvez voir qui va quitter son ami, son petit ami, sa petite amie, sur la base de la reconnaissance faciale sur les photos. Parce qu'il a été prouvé statistiquement que les gens ont tendance à mettre moins de photos d'eux avec leurs copains ou leurs copines au fur et à mesure que l'on arrive au moment où ce couple va se séparer. Donc vous ne savez peut-être pas encore que vous êtes sur le point de vous séparer dans 2 mois par exemple, mais Facebook le sait déjà. Et là c'est Facebook encore une fois, seulement Facebook. Et il y a également toutes les recherches que vous faites sur Internet, les données de géolocalisation. Autant de données en masse qui sont utilisées pour avoir des informations de plus en plus concrètes sur vous, sur la base de conclusions que l'on fait et autant de choses que vous n'auriez même pas pu soupçonner vous-même.
Et si l'on veut passer de cette situation hors de contrôle à une situation où ce serait vraiment le chaos total, il faut savoir que le gouvernement britannique a une proposition qu'il fait sans cesse, peu importe de qui est au pouvoir. C'est ce qu'on appelle le projet de loi sur les données de communication, ce qui permettrait au gouvernement britannique d'avoir accès à toutes ces bases de données. Donc chacune de ces bases de données est fait déjà assez effarante comme ça, et le gouvernement britannique veut pouvoir y avoir accès à chacune d'entre elles. Bon, pour moi, ça, c'est quelque chose qui est déjà hors de contrôle, mais les gens ont des perceptions différentes de ce concept. Certains ne sont peut-être pas d'accord avec moi. Voilà, je reste là. Merci, Joe. À ma gauche, Leonardo. Vous travaillez dans le domaine de la protection des données depuis une quinzaine d'années maintenant. Et vous êtes auteur à vos heures, comme vous le dites. À votre avis, quel serait l'avis de George Orwell s'il savait que maintenant il y avait autant de caméras autour de chez lui, par exemple, dans un périmètre de 200 mètres, lorsqu'il a écrit 1984? Eh bien, à mon avis, il aurait l'impression d'être dans l'un de ses livres. Et c'est ce dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, si vous le permettez. Just moving around a little bit to get closer to the PowerPoint. So, first of all, Tout d'abord, merci d'être là. Je sais qu'il se passe beaucoup de choses assez amusantes dehors, divertissantes. Alors c'est bien que vous ayez choisi de rater cela pour être ici. Pour écouter des eurocrates, des orateurs parfois ennuyeux. Donc je vais tenter de faire une présentation qui sera peut-être un peu différente pour pouvoir vous interpeller. Je vais faire appel à vos connaissances en matière de littérature, de cinéma. Et j'aimerais vous parler de cet homme, Eric Blair, connu également sous le nom de George Orwell. Et ici, vous le voyez, à l'âge de 18 ans. Et c'était un homme vraiment extraordinaire. Il était vraiment super intelligent, il venait d'une famille pauvre et il a réussi à entrer dans l'une des universités les plus élitistes du Royaume-Uni, Eton, parce qu'il avait vraiment des notes fantastiques. Et il avait également une conscience sociale extrêmement développée. Il s'intéressait vraiment aux gens, aux pauvres, au Royaume-Uni et en Europe. Il voyageait partout dans le monde, dénonçant la situation des pauvres, cette situation désastreuse. Il avait un très bon emploi en tant que chef de la police en Birmanie, dans l'Empire britannique. Il avait beaucoup de pouvoir, beaucoup d'argent, mais il a tout quitté. Et il est parti lutter en Espagne pendant la guerre civile, puisqu'il pensait qu'il fallait arrêter les nazis. Il a combattu là-bas jusqu'à ce que l'on lui ait tiré dans le cou, sur le front. Il a pratiquement frôlé la mort. Et pendant la guerre, il s'est rendu compte que les communistes de gauche étaient tout aussi mauvais que les nazis ou les fascistes. Il s'est rendu compte que Staline et Hitler se valaient plus ou moins. Suite à cette vie remplie d'actions, suite à tout ce qu'il a vu, il est tombé très malade et il a attrapé la tuberculose. Et après avoir écrit La ferme des animaux, dans ce livre, il a dénoncé le communisme. Il savait qu'il était mourant. Il s'est donc retiré dans un endroit très éloigné, Djuna, en Écosse, pour écrire ce qu'il savait être son dernier livre. Et c'était en effet son dernier livre, 1984, qu'il a donc écrit dans cette demeure en Écosse. C'est l'un des livres les plus terrifiants, les plus tristes qui ait jamais été rédigé. Un livre écrit par un homme qui était mourant
par un homme qui était extrêmement déçu par le monde. Il avait passé sa vie à lutter. Il a vu les communistes en Russie. Il a vu cette absence de liberté. Il a écrit ce livre pour dénoncer tout cela. Vous voyez ici les premiers livres, les premiers mots du livre qui sont très connus. Il nous présente ici un monde où il n'y a plus d'espoir, puisque le régime totalitaire contrôle tout. Le parti a toujours raison. Et là, il y a Big Brother qui surveille tout le monde, tout le temps. Et il y a un moment, lorsqu'il est torturé, il demande à la personne qui le torture si c'est tout cela l'œuvre de Big Brother, et on lui répond, mais bien sûr, mais toi, tu n'existes pas. C'est très triste lorsqu'on y pense, puisqu'on lui nie même sa propre existence. Voilà, l'Océania, comme l'appelait Orwell, c'est en fait un écran télé qui ne fait pas que transmettre, mais qui enregistre également tout. Je dois vous dire que la première fois que j'ai vu l'Internet dans les années 90, j'avais une vingtaine d'années, et lorsque j'ai vu vraiment pour la première fois ce qu'était Internet, c'était tout nouveau, et je me suis dit, bien voilà, c'est le téléscreen d'Orwell. Moi, je regarde ce qu'il y a là, mais il y a quelque chose il y a quelqu'un qui me regarde également, parce que tout ce que je fais est enregistré quelque part. Et ici, chez les Océaniens, dans le livre d'Orwell, tout le monde semble être toujours surveillé par quelqu'un à tout moment, par le biais de technologie ou par les patrouilles de police. Pendant très longtemps, la plupart d'entre nous pensaient que Big Brother, c'était lui. Et Orwell essayait de faire ouvrir les yeux des gens face au danger que représentait le communisme. Mais malheureusement, Big Brother est en train de prendre une forme assez différente. Et différent de ce que l'on avait imaginé. Peut-être que donc Orwell voulait nous alarmer face au danger d'autre chose. Très souvent, on se disait que la surveillance, voilà, vous connaissez sans doute ce film, The Life of Others, la vie des autres. Tout cela se passe en Allemagne, mais on voit que le monde est tout à fait différent. Vous voyez ici Londres, une nation surveillée par les caméras surveillance. Il y a des milliers partout dans la ville qui surveillent tout. Et ça, c'est bien réel. Vous voyez ici tout ce qui a été révélé par Snowden. Et là, on s'est rendu compte clairement que tout est surveillé, tout ce qui est sur Internet. Il y a des bases de données de Microsoft, Google, Facebook qui peuvent regarder toutes les vidéos, photos, emails, absolument tout. Depuis les révélations de Snowden, maintenant les gens commencent à faire part de leur frustration, ils dénoncent tout cela. Et puis on voit de plus en plus d'images comme celle-ci, ou celle-ci encore, ou encore celle-là. Et je suis sûre que pour Obama, ce scandale restera l'un des points noirs de sa présidence dans les livres d'histoire. Il est vraiment très dommage de voir que quelqu'un qui est arrivé à la Maison-Blanche avec tant de promesses liées à l'optimisme, à la liberté, a toléré ce système de surveillance de masse dans le monde dont nous avons connaissance maintenant. Et tout cela s'est produit alors qu'il était à la Maison-Blanche. Voilà ici encore un nouveau visage que peut prendre Big Brother. Et maintenant on dit que Big Brother c'est même un amateur.
que finalement il ne sait pas grand-chose et que le nouveau grand mécanisme de surveillance est bien plus intelligent puisque grâce à cela, vous ne savez même pas que vous êtes surveillé, vous aimez un peu, vous cliquez sur like partout et puis voilà, c'est ça ce qui se passe sur Facebook. Voilà, j'ai trouvé cela sur Internet, ça m'a vraiment interpellée. On a l'impression que les États-Unis ont oublié ce livre. Voilà ce que j'ai également trouvé. Et c'est une question dont nous pourrons débattre tout à l'heure. Big Data. Est-ce qu'on arrive dans une société avec Big Brother ? Pour remettre les choses dans leur contexte, je ne pense pas que nous soyons comme dans le livre 1984, nous avons encore des libertés, nous avons encore la démocratie, d'autres choses encore, mais je pense que si l'on ne défend pas nos droits, si l'on n'arrête pas certaines choses qui existent aujourd'hui, dans quelques années, on pourrait se retrouver en 1982. Et cela, à mon avis, ce serait très dangereux pour nos libertés et pour notre société. Merci. Thank you very much, Leonardo. I guess Obama. Merci beaucoup, Leonardo. J'imagine que Obama est très content d'avoir déjà reçu le prix Nobel de la paix. Vous maintenant êtes journaliste, vous travaillez beaucoup avec les médias, les réseaux sociaux, les outils de données en ligne et vous travaillez à l'heure actuelle sur un programme qui établit des orientations sur la façon de protéger les lanceurs d'alerte et les journalistes dans ce contexte. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Bonjour. J'arrive un petit peu en retard et on m'a demandé de participer un petit peu en retard à ce panel et je n'ai pas mis sur pied d'exposer avec des belles diapos comme mon prédécesseur. Je suis pas un technicien, je suis pas un politique, je suis un journaliste. Quoi qu'il en soit, en travaillant comme journaliste, dans un métier où les questions de protection des sources, par exemple, sont extrêmement importantes, où l'idée élémentaire de prendre contact avec des journalistes sans en risque est élémentaire, eh bien, il y a un grand nombre de ces aspects dont l'importance s'accroît, d'autant plus qu'on en apprend de plus en plus de nos jours sur la façon dont la surveillance fonctionne. Nous le savons, l'une des histoires les plus marquantes ces dernières années dans ce dossier a été constitué par les révélations d'Edward Snowden sur la surveillance exercée par les États-Unis, le Royaume-Uni et des organisations partenaires dans d'autres pays. En dépit de ces révélations, de leur importance, eh bien, ça confirmait quand même souvent ce que les gens savaient ou pensaient savoir sur la façon dont des données étaient recueillies, vendues, négociées entre différentes entreprises, les agents de sécurité, etc. Et quand on parle des grandes entreprises du numérique et des masses de données, il y a des choses à définir. Qu'est-ce que ça veut dire Big Data? On a commencé aujourd'hui en demandant à tout le monde si Big Data était allé trop loin. Et donc la question à se poser, c'est qu'est-ce que c'est que Big Data? Qu'est-ce que sont ces grandes entreprises du numérique, ces grandes manœuvres dans le numérique? Et sur quoi est-ce qu'on doit exercer un contrôle? Et je crois que c'est très important de débattre de cela. Big Data, pour le moment, c'est un terme tout à fait à la mode. Les politiques veulent en parler dans le cadre de leur campagne. Et surtout après la dernière élection présidentielle. Moi, je viens de Suède et il y aura bientôt des élections. Je sais que les partis politiques essaient d'imiter ce qu'a fait la campagne démocrate aux États-Unis.
en recueillant beaucoup d'infos liées aux élections. Par exemple, si on regarde ce qui s'est fait côté commercial, je ne sais pas combien d'entre vous ont une carte auprès d'une entreprise, par exemple, chez H&M, par exemple, pour des vêtements, ou chez votre épicier. Ça fait longtemps que ça existe, ces cartes. Il y a des incitations à prendre les cartes. Et chaque fois que vous achetez quelque chose, eh bien, cette information est stockée quelque part et peut être utilisée. Donc on est suivi dans ce qu'on fait aussi bien sur Internet que dans les magasins, par exemple. Mais il y a la surveillance politique et la surveillance au niveau du renseignement de l'État. Et c'est quelque chose qui se produit à tellement de niveaux de la société. Effectivement, il y a un phénomène de mode, beaucoup de gens veulent en parler, les entreprises privées veulent en parler. Certains responsables souhaitent en parler, se posent la question de ce qu'on peut faire. Souligne que les données, ça sert aussi à des choses positives. Les politiques, parfois, veulent aborder ce dossier quand ça peut les intéresser dans leur campagne. Ils sont beaucoup plus réticents lorsqu'on commence à les interpeller sur ce qui est recueilli en termes de renseignements militaires et autres dans le monde. Et je crois que il faut d'abord qu'on soit bien conscient de ce que l'on entend par là et ce que l'on entend par l'idée de maîtriser, de contrôler Big Data. Donc, quand on lance un débat, il faut effectivement se poser la question, se demander si on met les mêmes choses sous les mêmes mots. Donc, c'est important de partir sur des bases communes. En tant que journaliste, ce qu'on a vu, le journalisme, c'est une grande variété de choses. C'est ce que les journalistes abordent. C'est une fonction démocratique fondamentale. Il s'agit d'être vigilant quant à la société, mais c'est aussi quelque chose d'économique dont les journalistes peuvent être extrêmement intéressés. La façon dont on utilise les informations pour sur un tas de choses, ça a une incidence sur l'économie, sur la pub, et la façon dont on rédige les informations est important. Il y a un projet du Guardian, le journal britannique, d'utiliser cet aspect pour débattre d'événements en Grande-Bretagne. Un grand nombre de personnes avec lesquelles j'ai parlé, en tout cas, qui travaillent dans les médias, sont extrêmement intéressées par ces grandes entreprises du numérique, ces grandes manœuvres dans le numérique, et à plusieurs égards. L'idée fondamentale, c'est que on peut présenter Big Data comme quelque chose d'extrêmement positif ou quelque chose au contraire d'extrêmement menaçant. Et en tout état de cause, c'est un outil, c'est une collecte d'informations à une échelle dont on n'a pas l'habitude, d'informations dont on n'avait pas forcément conscience de les transmettre, de les donner. Et ce qui se passe avec ces infos est étroitement lié à la façon dont nous utilisons ces outils. Donc je crois qu'il faut avant tout créer une certaine conscience de ce qu'on fait et se mettre d'accord sur les définitions. C'est ou ça peut être dans l'intérêt d'un grand nombre de groupes au sein de la société, d'ONG, d'éviter le débat et de mettre en œuvre une confiscation sémantique, de retirer du vocabulaire les éléments qui nous permettent d'être critiques sur ce qui se passe dans ce monde en ligne. Oui, merci beaucoup, Karl. Je voulais continuer à poser quelques questions avant de laisser la parole à la salle. À votre attention, Joe, concernant sur la collecte de données privées pour des raisons de prévention. Est-ce que vous pensez qu'on va vraiment dans le sens de 1984, Minority Report, ce film avec Tom Cruise, où on peut être envoyé en prison avant même la commission d'un crime ou d'un délit?
deux réponses rapides à cette question qui est énorme. D'abord, ce qu'il convient de rappeler ici, c'est que toutes les données qui sont collectées aujourd'hui ne pourrissent pas. Vos données de géolocalisation, de profil, etc., tout ça, c'est stocké quelque part par les gens qui l'ont collecté et sera disponible dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans. Si vous vous demandez où étais-je le 22 février à 15h15 et j'étais de quelle humeur, vous n'en savez strictement rien. Mais cette donnée existe quelque part. En l'absence de législation de protection de données forte, et d'abord, vous ne pouvez pas y avoir accès, vous ne pouvez pas l'effacer ou la corriger. Il y a eu un épisode assez triste au Parlement européen au début de la mandature qui arrive à son terme aujourd'hui. C'était lié à un Italien conservateur, M. Motti. Il a lancé ce qu'on appelait une déclaration écrite. Il s'agissait d'une déclaration écrite, c'était un petit peu comme une pétition avec un texte bref. Et si on arrivait à convaincre la moitié des parlementaires de la signer, eh bien c'est adopté en tant qu'avis du Parlement. Et ce parlementaire a préparé avec une poignée de collègues un texte sur la protection des gens contre la violence. Et il y avait des jeunes femmes fort amènes qui étaient aux portes de l'hémicycle à chaque séance à Strasbourg pour demander aux parlementaires s'ils signeraient contre la violence envers les femmes. Il y avait également une référence à un système d'alerte précoce contre les pédophiles et l'exigence que les entreprises Internet, les moteurs de recherche soient tenus de conserver des données pour prévenir la délinquance. Donc il y a déjà 4 ans. Et le Parlement européen a fini par adopter ce texte parce que on a dit aux parlementaires de signer quelque chose contre la violence et ils pensaient que c'était quelque chose contre la violence. Il existe maintenant un document du Parlement européen disant que les moteurs de recherche devraient conserver les données pour essayer de contribuer à une prévention très précoce des délits. Donc c'est un oui à votre réponse. Et le Parlement européen, même si c'est par accident, s'est trouvé en situation d'apporter son soutien à cette démarche à la Minority Report. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Je vais commencer par le monsieur en gris, puis en bleu, puis devant avec le sweat à capuche bleu foncé. Oui, merci d'abord. Tout d'accord? Je voudrais dire que Big Data seul, c'est pas le seul problème, c'est quand c'est lié à d'autres bases de données, lorsque ça est en situation d'être interprété. Parce que avoir des immenses volumes de données, ça ne sert à rien si on n'a pas les moyens de les exploiter. C'est juste, quand on cherche quelque chose, c'est juste une aiguille dans une botte de foin. Et il s'agit d'éviter peut-être non pas tant la collecte de données, mais établir le lien entre eux. Donc essayer d'éviter l'établissement d'un lien entre mes données de carte bleue, de YouTube, de Google, de ceci vous avez parlé. Parce que c'est là que réside le danger à mon sens. Merci. Donc c'était plus un commentaire qu'une question, n'est-ce pas? Oui, à mon sens, c'est ça la définition de Big Data. En fait, c'est une énorme quantité de données. Tous vos prénoms sont une quantité de données qui ne sert pas à grand-chose en tant que telle. Mais si je peux me pencher sur cette base de données de prénoms et voir que 80% d'entre vous proviennent d'un groupe ethnique particulier qui a une incidence particulière sur tel ou tel élément, ça change tout à ce moment-là.
À mon sens, quand je dis big data, c'est ça que je veux dire, c'est-à-dire cette mise en lien de bases de données. S'il vous plaît, dites votre nom et de quel pays vous venez lorsque vous prenez la parole. Monsieur en bleu? Oui, bonjour. Meta Lawrenson, Université technique de Munich. Au cours de l'intervention de Monsieur Navas, il a dit à plusieurs reprises qu'il fallait une modification de la législation afin de reprendre le contrôle de nos données privées. Permettez-moi une question cynique. Pensez-vous que ça changera quelque chose? En effet, à l'heure actuelle, même si l'Europe est unie, il y a certains partis qui n'en ont strictement rien à faire. Well, Oui, je partage votre préoccupation. Effectivement, il y a des gens qui n'en ont rien à faire. Mais la plupart d'entre nous sont intéressés par le sujet et nous avons par conséquent besoin d'une législation forte, au moins en Europe, qui fixe des limites aux entreprises et au gouvernement pour les empêcher de faire ce qui leur chante avec nos données, simplement dans le but de faire de l'argent. Pour moi, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Moi, je veux pouvoir avoir la maîtrise des données me concernant. Je ne veux pas qu'un gros supermarché ou une grande banque soit simplement en mesure de diffuser mes données, de faire de l'argent, de faire des hypothèses sur moi, mes amis, ma vie, sans m'en dire quoi que ce soit. C'est un principe de base en Europe, les droits des personnes. Donc je crois qu'on a besoin d'une législation forte que nous puissions mettre en œuvre et ce n'est qu'un début. Ensuite, il faut beaucoup d'autres choses, une volonté politique, des ressources de mise en œuvre de cette législation, mais je crois qu'il faut commencer par cette législation pour qu'il n'y ait aucun doute sur la mise en œuvre de ces principes et le respect de ces principes. Merci Leonardo. Joe. Oui, très brièvement, la proposition de protection des données qui est dans le pipeline depuis 2 ans auprès des institutions européennes a donné lieu à la plus grosse campagne de pression et de lobby que le monde ait jamais vue, à mon sens. Si les entreprises concernées sont disposées à investir aussi lourdement pour éviter une telle législation, c'est qu'elles pensent que ça va changer quelque chose. Et sur un point connexe, eh bien, il y a 2 ans, à la conférence de Varsovie sur la protection des données, le chargé de la protection des données à Google a dit que l'Europe était à la tête de la protection des données dans le monde et que ce que ferait l'Europe, eh bien, devrait se convertir en la norme pour Google. Parce qu'il faut qu'il traite tout le monde de la même manière. Donc techniquement, il serait obligé de traiter tout le monde de la même manière que les Européens et ça lui semblait problématique pour le monde et donc ça semble indiquer que c'est intéressant pour nous, que c'est positif. Oui, la question du jeune homme en bleu, Daniel Bosch, Autriche, à la cantonade, si vous êtes en mesure de répondre à ma question. Pensez-vous que ce qui se passe aujourd'hui, que la connaissance des citoyennes et des citoyens puisse modifier leur choix en termes d'élection, la façon dont leur participation politique s'exprime? This is one of the C'est là une des questions les plus complexes à l'ordre du jour des législateurs. En effet, il ne s'agit pas de mettre un terme au traitement des données personnelles, parce que le traitement des données personnelles, ça peut être extrêmement positif pour nous toutes et tous. L'idée, c'est qu'il y ait un contrôle, c'est qu'il y ait des limites qu'on ne peut pas outrepasser. À l'heure actuelle, de grosses agences de renseignement collectent un tas d'informations pour un tas d'objectifs et ça, ce n'est pas acceptable. Elles peuvent recueillir certaines infos dans certains buts, d'accord, mais pas tout type de données pour tout type d'objectif. En effet,
vous ne savez pas ce qu'ils vont faire des données vous concernant. Ils disent, ouais, on récupère toutes ces infos pour lutter contre le terrorisme, pour vous protéger, vous empêcher de mourir dans un attentat terroriste. Et puis 2 semaines plus tard, on s'aperçoit qu'ils écoutent également le téléphone de Mme Merkel, qui n'est pas suspecte de terrorisme. Donc, il y a visiblement un autre programme, d'autres intentions au-delà de ce qui est annoncé. C'est la raison pour laquelle il faut fixer des limites claires à ce que les entreprises et les gouvernements peuvent faire et ne peuvent pas faire avec les données personnelles. Sinon, on se prépare un avenir qui pourrait voir la mise en danger de nos libertés. Pour moi, c'est extrêmement clair. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'arrêter, qu'on ne peut plus utiliser Facebook et les technologies. Bien sûr qu'on peut. Et il y a un tas de choses formidables qu'on peut faire avec ces informations, mais il faut fixer des limites extrêmement claires. Merci, Leonardo. Il y a une chose qui pourra découler de cela. C'est que dans des pays où, par exemple, le droit de ne pas dire les gens ce qu'on vote, donc le secret du vote, pourrait eh bien préoccuper les gens dans ces pays-là. Parce que si vous rejoignez un groupe Facebook ou vous signez une pétition directement liée à un parti, peut-être que vous avez une idée de qui peut regarder ce document et voir ce que vous avez signé, mais les recherches sur Google peuvent donner des choses beaucoup plus largement diffusées que ce que vous imaginez, et ça pourrait, on peut facilement imaginer que ça puisse jeter quelques doutes quant à la possibilité de garder le secret de ses opinions politiques. C'est peut-être une digression, mais ça peut être intéressant de réfléchir à cela, à la façon dont ça a une incidence sur la façon dont travaillent les partis politiques. L'accès à des énormes masses de données et d'essayer donc d'affiner la façon dont se présente au public pour coller au désir du plus grand nombre. Et ça pourrait être une tentation également des grands partis politiques. Une façon pour eux d'avoir la tentation d'impacter leurs préoccupations spécifiques d'une façon susceptible de plaire au plus grand nombre. C'est un débat extrêmement intéressant. Joe, un commentaire? Je parle peut-être trop, mais la question m'a rappelé une analyse de Rosa Parks. Est-ce que vous connaissez l'histoire de Rosa Parks? Ce qui est intéressant, ce que je ne savais pas, c'est que quand Rosa Parks a refusé de céder sa place à un blanc dans la zone colored d'un bus aux États-Unis, elle a été arrêtée. Ce qui a marqué le début de la grande campagne des libertés civiles aux États-Unis. Ce que je ne savais pas, c'est que plusieurs personnes avaient déjà été arrêtées avant elle, et certaines l'ont été après elle, et ça n'avait pas eu d'incidence. Mais son cas a déclenché quelque chose. Et quand on réfléchit à ce qui s'est passé à cette époque, quand on regarde les infos qu'on a, il y a des scientifiques qui se sont aperçus que son réseau social, son réseau de contacts, montrait que pouvait permettre de montrer que son arrestation aurait des conséquences bien différentes de celles de l'arrestation d'un tas d'autres personnes. Ce qui veut dire que si une chose comme ça se déroulait aujourd'hui, l'État serait bien mieux armé pour réagir de manière différente et tuer le problème dans l'œuf et tuer le mouvement social susceptible d'en découler. Et ça, c'est assez préoccupant.
L'autre élément, c'est que moi j'ai très peur de l'idée selon laquelle les politiques pourraient suivre les sondages et pas mener. Les politiques sont censées mener. Le jeune homme avec la chemise rayée, puis là-bas au centre, et puis le jeune homme en rouge sur ma droite. Oui, bonsoir. Henrik, je viens d'Allemagne. Je voudrais d'abord vous remercier d'avoir organisé un débat aussi important et d'y contribuer. Ma question s'adresse à vous tous et toutes. Que pensez-vous qui a cloché? Pourquoi est-ce que les choses ont si mal tourné que nous nous trouvons ici aujourd'hui à débattre de ces questions, à réfléchir à notre avenir, juste en raison d'Internet et de la façon dont sont gérées les données personnelles? Peut-être que chacun peut me donner une réponse très brève. Merci. Leonardo, tu veux commencer? Très brièvement, deux choses. D'abord, tout est gratuit sur Internet. Et puis, finalement, on s'aperçoit que c'est pas si gratuit que ça, qu'il y a un prix, et le prix, c'est que quelqu'un puisse s'emparer de vos données pour en faire de l'argent. Donc c'est dans quelque sorte un piège. Tout le monde tombe dans ce piège, on se dit c'est gratuit, alors voilà, on tombe dans le piège. Et puis pensez au 11 septembre. Le 11 septembre a permis aux hommes politiques d'avoir le pouvoir de lancer cette lutte contre les libertés, contre les données privées. Ils ont dit qu'ils voulaient protéger les citoyens face aux menaces terroristes. Et en réalité, les hommes politiques savent très bien que les gens agissent par émotion, par amour, par peur, et ici on a fait appel à ce sentiment de peur, et ainsi on a imposé des mesures visant à augmenter la surveillance. Maintenant, plus de 10 ans plus tard, nous avons tous ces problèmes. Karl. Tout d'abord, je pense que c'est justement ce que l'on veut dire lorsque l'on se demande ce qui s'est mal passé. L'une des grandes raisons pour lesquelles on en débat autant à l'heure actuelle, c'est justement ce que vous avez évoqué. C'est peut-être un peu un cliché, mais il n'y a rien de gratuit. Si l'on ne paie pas quelque chose, c'est parce que vous n'êtes pas le client, vous êtes le produit. C'est comme ça que cela fonctionne. La principale raison pour laquelle cela a autant d'importance, c'est qu'aujourd'hui nous avons des grandes technologies qui font des choses super pour nous. Mais il est plus difficile de s'intéresser aux risques, aux inconvénients qui existent. Et les possibilités que représentent ces données sont immenses, parfois menaçantes. Et on continue à avancer sans se poser de questions. Mais il faudra y faire face à un moment ou à un autre, et ce pour diverses raisons. Merci, Joe. Du côté des entreprises, c'est un manque de vision. J'ai participé à une réunion très intéressante. Le commissaire Reding a organisé un débat à haut niveau avec les parties prenantes en septembre 2010. Si je me souviens bien. Il y avait des représentants de la société civile, de ce domaine, et on s'est demandé ce qu'il fallait, ce dont nous avions besoin. Et les représentants du secteur ont regardé quels étaient leurs besoins à long terme, et ils ont dit, ce qu'il nous faut, ce sont des règles européennes claires, cohérentes, un règlement, pas de directive. On peut avoir des textes plus forts, plus stricts, tant que tout est harmonisé au sein de l'Union européenne. Donc ils ont vu eux-mêmes qu'il fallait une législation qui permettrait de générer cette confiance, mais d'avoir également un certain niveau de prévisibilité pour eux. Et lorsque l'on a fait des propositions plus concrètes, eh bien là, il y a eu une véritable tempête des lobbies, puisqu'on est passé de la vision à long terme de ce qu'avait besoin le secteur à une vision qui était la suivante: de quoi a besoin mon entreprise demain pour être la plus performante après-demain.
cette vision à court terme détruit cette confiance, ce sentiment de prévisibilité, mais également pour les utilisateurs. Ce n'est pas un manque, une absence de capacité à regarder vers l'avenir en se demandant ce dont nous avons tous besoin. Il y a ici une énorme différence entre ce qu'ils ont dit en septembre 2010 et ce qu'ils nous disent maintenant. Merci. Je vous rappelle que si vous êtes au fond de la salle, vous pouvez lever très haut la main. Je vais tenter de voir s'il y a quelqu'un qui se manifeste. Autre question. Bonjour, je m'appelle Dominique, je suis autrichien, je viens de Vienne. Lorsque l'on parle de Facebook, Google, toutes les données qui sont rassemblées, qui sont stockées sur des serveurs aux États-Unis, et comment faire en fait pour reprendre le contrôle sur ces données? Est-ce que vous pensez que l'on pourrait installer des serveurs en Europe, par exemple, afin que l'Union européenne puisse contrôler ces serveurs, ou peut-on faire confiance aux États-Unis jusqu'à se dire que l'on peut coopérer avec ce pays? Très bonne question, merci. Qui souhaite commenter? Leonardo? La législation européenne en matière de protection des données a réfléchi à tout cela. Il y a une disposition qui indique que lorsqu'un pays tiers n'assure pas un niveau adéquat de protection des données, il est possible de faire en sorte que les données n'aillent pas là-bas. Les États membres peuvent le faire. Et pour que les données aillent d'Europe aux États-Unis, les États-Unis et l'Europe se sont mis d'accord sur ce qu'on appelle le Safe Harbor. C'est un programme par le biais duquel les entreprises américaines s'engagent à protéger les données privées à un certain niveau. Donc ce programme existe, certaines entreprises y ont recours et maintenant il y a un débat très vif au sein du Parlement européen où l'on se demande si cela fonctionne vraiment et si cela suffit pour remplir cet objectif, c'est-à-dire voir si l'on peut faire confiance et si l'on sait que ces données sont bien protégées de l'autre côté de l'Atlantique. À mon avis, il faut continuer à travailler. Il faut travailler avec les États-Unis pour tenter de trouver un terrain d'entente. Il faut bien comprendre la perception américaine, ce qu'ils pensent de la protection des données, de la vie privée. C'est très différent, en fait, là-bas. Leur vision est très différente de la nôtre. Et leur point de vue est tout aussi légitime que le nôtre. Ils ont simplement un mode de pensée différent. Il faut donc trouver des ponts qui nous rassemblent pour avoir ces transmissions des données transatlantiques. Mais je suis d'accord, c'est quelque chose qui nous préoccupe vraiment. Joe? Safe Harbor, dont on vient de vous parler, a été vraiment remise en question, ébréchée. Tout le monde le sait, mais tout le monde détourne le regard en espérant qu'on arrêtera d'en parler. Dans le règlement qui est examiné au Conseil à l'heure actuelle, une majorité d'États membres ne veut pas changer quoi que ce soit à Safe Harbor, même si l'on voit assez clairement que cela a été un échec. L'Allemagne a parlé d'approches alternatives. Mais au Conseil, tout le monde attend que l'Allemagne, ce que sont ces approches alternatives, mais pour le moment, il n'y a pas encore de réponse réelle. Il faut rappeler aussi que les États-Unis sont dans un contexte différent, notamment sur le plan législatif. Suite aux révélations de Snowden, aux États-Unis, on revient sur les grandes croyances qui prévalaient avant aux États-Unis. Le Congrès est induit en erreur. Il y a des juges de la Cour suprême qui disent qu'ils ont été induits en erreur eux aussi. Si aux États-Unis, les institutions démocratiques sont des institutions auxquelles on ment, et si les cours où l'on travaille à huis clos, en secret, sont elles aussi induites en erreur, eh bien à l'heure actuelle, on ne peut faire confiance à personne. Elles ne peuvent pas se faire confiance à elles-mêmes et personne ne pourra leur faire confiance. Oui, je souhaite encore ajouter un point. L'un des éléments à garder à l'esprit, c'est qu'il ne s'agit pas simplement de voir où ces données sont stockées sur le plan géographique, mais également comment les données sont transmises, comment fonctionne Internet.
c'est pas toujours très clair. On a parfois du mal à faire la distinction entre les big data, ce que font le gouvernement, les services secrets, les entreprises. Puisque ces communications sont dans de nombreux endroits surveillées, donc il ne s'agit pas simplement ici de voir ces données qui sont stockées par des entreprises et où elles le sont. Il y a également d'autres acteurs qui entrent en ligne de compte. Merci. Maintenant, le jeune homme avec le t-shirt rouge, dont le micro est éteint malheureusement. We saw with the case of Snowden. On connaît tous le cas de Snowden et les gouvernements des différents pays ont travaillé ensemble pour rassembler des données. L'Europe nous protège-t-elle de nos gouvernements? C'est une bonne question. Qui souhaite répondre? Joe? Non. Maybe Carl? Karl? No, I think very brief. Bon, très brièvement, je vous ai dit que cette affaire Snowden portait sur ce que les gens savaient ou pensaient savoir, et l'un des éléments de base à comprendre, c'est qu'il y a ces services secrets qui ont un fonctionnement bien précis, et l'une des choses qu'elles font, c'est justement cet échange de données, ce marchandage de données. Si vous avez l'impression que chaque pays rassemble des données pour protéger ses propres intérêts et conserve ces données, ce n'est pas le cas, ce n'est pas comme ça ça fonctionne. Il y a un échange, un marchandage d'informations et c'est une partie du travail des services secrets. Il faut bien garder cela à l'esprit. Merci. Maintenant, le jeune homme en gris, au fond. Bonjour, Manuel, je viens d'Autriche. Voilà ma question. D'après vous, où est la frontière entre les big data et la sécurité? Par exemple, les caméras de surveillance à Londres ont une utilité, même si les gens ont l'impression d'être espionnés, qu'il y en a trop, ces caméras ont une utilité. Donc, quelle est la frontière ici, entre les deux? Ces caméras sont là aussi pour faire respecter les règles en matière de parking, pour identifier les personnes qui n'ont pas payé le stationnement. C'est l'une des choses que j'ai dites tout à l'heure. Les données qui sont collectées par les entreprises privées seront ensuite réutilisées. Les capacités, possibilités techniques des caméras, des réseaux changent constamment. Au début, il y avait peu de caméras pour lutter contre le terrorisme dans des endroits précis. Maintenant, il y a des caméras partout pour gérer les flux, les entrées et sorties des bâtiments, pour vérifier les zones de stationnement. Et maintenant, il y a déjà des caméras qui sont en quelque sorte améliorées pour avoir la possibilité d'avoir une reconnaissance faciale. Et ensuite, on va établir ce lien entre les visages qui sont dans la rue avec des visages qui sont sur Facebook, Twitter, des photos n'importe où sur Internet. Et cela va être utilisé. Il n'y a pas de frontières tant qu'il y a des grosses bases de données pour des fins privées. En définitive, cela sera utilisé également par le public. C'est la règle, c'est ainsi. Nous avons ici une très longue liste de questions. Je me ravis de voir que vous êtes si actifs. Peut-être que vous pouvez poser vos questions à un intervenant précis pour que cela soit plus rapide, pour que chacun puisse s'exprimer. Numéro 83. Souhaitiez-vous poser une question? Alors, j'ai peut-être mal vu. Siège 83. Non, très bien. Alors, le siège 65.
Ah, désolé, je ne voyais pas quel était le numéro ici. J'aimerais rebondir sur ce qu'a dit le précédent intervenant. Et je m'adresse à vous. Au lieu de parler de données qui sont aux mains du public ou aux mains du privé, il faut savoir si cela est utilisé à des fins de sécurité ou à des fins commerciales. Tout à l'heure, par exemple, vous avez dit que l'on a une carte de fidélité et l'on a des réductions sur le vin parce qu'on achète beaucoup de vin. Et peut-être que là, on pourrait se dire où est la frontière entre l'utilisation des données pour me protéger en tant que citoyen ou alors pour des fins commerciales pour moi en tant que consommateur. Et est-ce que l'on pourrait avoir des exemples concrets plutôt que d'expliquer ce qui se passe ou alors quelles pourraient être les idées que l'on pourrait lancer? Bien, l'idée ici, c'est d'avoir une évaluation rigoureuse de la nécessité et la proportionnalité dans l'utilisation des données à des fins de sécurité. C'est important, il faut revenir sans cesse sur ces éléments. Si l'on regarde la directive rétention de données, réintroduite en 2006 parce que Bush l'a demandé en 99. Le Royaume-Uni a tout fait pour pousser ce texte entre 99 et 2006. C'est grâce à l'attentat à la bombe à Londres, cela a été adopté. Mais ça n'a jamais fait preuve de son utilité, de son caractère proportionnel. Quand la Commission était censée faire une révision ou une évaluation de sa mise en œuvre en septembre 2010, il n'y avait pas de données disponibles en provenance des États membres et donc la Commission n'a même pas pu remplir ses propres devoirs législatifs. Il n'y avait pas de données. Le commissaire Malmström en 2010 ou 2011 en décembre, a fait un discours dans lequel elle disait que la rétention des données, c'est quelque chose qui va continuer à exister, même s'il n'avait aucune donnée, en fait, pour sous-tendre cette idée. En mars suivant, avec plus de 6 mois de retard, il y a eu enfin un rapport montrant que la directive était mise en œuvre de façon tout à fait illicite dans certains cas, c'était flagrant. Il y avait des données qui étaient transférées vers un autre pays sans autorisation préalable. On a reconnu qu'il n'y avait pas suffisamment de données pour démontrer la nécessité de ce système. Et les États membres... En fait, voilà ce qu'elle a dit. Les États membres veulent cela, donc on va le conserver. C'est important. Le commissaire Malmström, avec les autres commissaires, je vais tenter d'être bref, le 3 mai 2010, s'est rendu au Luxembourg pour prêter serment. Et là, elle a dit qu'elle respecterait la charte des droits fondamentaux et qu'elle agirait de façon indépendante, sans cherchant ou suivant des lignes de conduite imposées par des parties extérieures. Après avoir prêté serment, et d'ailleurs le commissaire Barroso, le président, a dit qu'il ne s'agissait pas là de belles paroles simplement. Donc après avoir prêté serment, elle a dit que l'on conserverait la directive rétention de données parce que les États membres lui avaient dit de le faire. Elle a publié un rapport disant qu'il y avait un accès transfrontalier illicite aux données, mais qu'elle ne fera rien pour remédier à cela. Donc cette ligne de division, c'est entre les preuves et le respect de la loi. On ne peut pas respecter la loi en la violant. Et c'est justement ce qui se passe avec les révélations de Snowden, avec cette directive de rétention des données. Voilà donc cette frontière qui existe aujourd'hui. Merci. Numéro 4, devant, puis numéro 5. Stéphane, je viens de Zurich. On a parlé des big data comme étant un élément qui fait peur, mais qui présente également des avantages. Pour moi, j'ai l'impression que cela fait plus peur que cela est véritablement nuisible.
Il y a des scientifiques qui tentent de montrer les avantages que présentent ces données. La société peut vraiment en tirer profit. Vous avez parlé des initiatives, technologies de l'information et de la communication pour l'avenir, dans le cadre du projet pour renforcer la compétitivité. Monsieur Navas nous a dit tout à l'heure qu'il était d'accord sur le fait qu'il fallait des limites très claires quant au big data. À mon avis, les données personnalisées à des fins commerciales doivent être limitées. Voilà donc ma question. À quel stade peut-on fixer cette limite? Et autre question, que fait-on pour que ce monstre qui fait peur à tout le monde soit peut-être moins effrayant? Il faut promouvoir l'idée que c'est également utile. Moi, je suis en faveur des big data parce que je pense que si l'on les prend de façon anonyme, dépersonnalisée, cela peut être vraiment très utile. Leonardo, tout à fait d'accord avec vous. À mon avis, les big data représentent également un pas en avant vers l'intelligence artificielle, puisqu'en effet, dans l'avenir, l'intelligence artificielle sera dérivée des données, puisqu'il s'agit de voir ce qui se passe dans le cerveau, quels sont les liens qui existent. Donc personne ne dit qu'il faut mettre fin à tout cela. Mais ce que nous devons faire, c'est d'avoir une culture de protection des données pour ceux qui travaillent sur ces évolutions. En quelque sorte, c'est comparable à ce qui se passe dans l'industrie du fruit. On fait en sorte que les produits ne soient pas dangereux pour la santé. Par exemple, si quelqu'un est empoisonné, une intoxication alimentaire, eh bien là, cela remet en cause l'entreprise. Et là, le monde technologique doit considérer ces données avec la même prudence. Il faut faire attention à ce que l'on fait. Il faut adopter cette culture pour ne pas se retrouver dans un véritable cauchemar. C'est ainsi qu'il faudra avancer. Merci. Karl souhaitait encore intervenir. Oui, très brièvement. Comme cela a été dit, les big data peuvent également être utilisés pour des choses extrêmement positives. Si l'on travaillait avec les big data, il faut bien comprendre quelles sont les conséquences potentielles. C'est un outil. En fait, si vous avez un marteau dont vous servez sans cesse, tout ce que vous voyez sous vos yeux ressemblera rapidement à un clou. Et c'est un peu la même chose avec les big data. En fait, tout le monde considère cela comme étant quelque chose qui fait peur, mais il faut améliorer la transparence. Il faut faire en sorte que les gens prennent conscience de tout cela. Il faudrait peut-être que les journalistes également se penchent davantage sur la question. Il faut sensibiliser les gens. Mais les gens aujourd'hui ont peur avant tout. Et ils ont peur à ce point. Bon, par exemple, sur Internet, on nous dit est-ce que vous acceptez ceci, cela? Personne ne le lit. Et je pense qu'on ne peut pas s'attendre à ce que les gens lisent tous ces textes tout petits. Mais il faut que les gens sachent tout de même ce qui se passe avec les informations qu'ils fournissent. Il faut donc davantage de transparence et peut-être que cela pourrait remédier à certaines des préoccupations qui existent. Super quick reply. I think that everyone involved does have responsibility. Mais je pense que tous les gens n'ont pas suffisamment ce sens des responsabilités. Par exemple, on dit ce qu'il y a dans les denrées alimentaires que l'on consomme, on s'attend à avoir des informations dessus, et là, il y a une responsabilité également envers les consommateurs pour les big data. Mais les médias, par exemple, les journalistes ont un grand rôle à jouer, à mon avis. Yes, I'm Max from Germany. Max, je viens d'Allemagne. Voilà ma question. Il y a peut-être des pays, des entreprises qui pourront contourner les nouvelles lois qui sont peut-être plus strictes sur la rétention des données. À qui s'adresse votre question? Monsieur Navas. Tout dépend de ce qui figure dans la législation. La législation actuelle
en tout cas celle qui est proposée, qui sera adoptée, prévoit des sanctions extrêmement élevées pour les entreprises qui violent la loi. Ça se chiffre en millions d'euros. Et pour une entreprise, il est plus intéressant d'employer un ou deux juristes en charge de la protection des données et d'améliorer les choses plutôt que de tenter de contourner la loi. Mais après coup, si les sanctions auxquelles ils font face ne sont pas très grandes, il pourrait y avoir cette tentation de contourner la loi et de faire ce genre de choses. Au sein du Bureau du contrôleur européen de protection des données où je travaille, nous disons que la responsabilité est avant tout sur les épaules du contrôleur, de l'entreprise, du gouvernement, qui doivent être responsables et qui doivent respecter la loi. Par exemple, c'est une entreprise dans le domaine des TIC qui a des projets de recherche, il faut avoir toujours cet élément de responsabilité. Et pas simplement dire que l'on peut tenter de contourner la loi. Non, il faut le faire. C'est une responsabilité envers les clients et envers les citoyens. Isn't there also the possibility that the data? Mais est-ce que les données peuvent être utilisées d'une autre façon? Les gens peuvent être manipulés par les gouvernements, par des partis pour que les gens aient un certain avis. Ma question est pour Monsieur Isaac. Le monsieur à la chemise blanche, c'est à lui que s'adresse la question. The short answer is yes. La réponse, en bref, c'est oui. C'est tout à fait possible. J'ai lu quelque chose ce matin, mais ça ne me revient plus vraiment. Mais c'est tout à fait le cas, en effet. Par exemple, chez les populistes, il existe bien un risque que plus il y a de données disponibles, plus il y aura de chasse populiste pour récolter le plus grand nombre de voix au lieu d'avoir des gens qui vraiment font leur travail et dirigent le pays. No, this doesn't. Oh, does it? Okay. Ça oui, je viens d'Allemagne. La question s'adresse à M. Navas. J'aimerais me livrer un bref commentaire. On a toutes ces cartes de fidélité. Et il y a également tous ces tests psy à l'embauche. Il y a Facebook. J'ai un tas d'amis qui sont conscients des aspects de confidentialité. Et on se demande tous jusqu'où va-t-on, dans quelle mesure, jusqu'où devrions-nous refuser de donner ces infos aux entreprises, ou bien est-ce qu'on en est à un point où c'est plus possible pour nous de nous exclure du système et de toute façon ces infos sont collectées, il faudrait qu'on se batte plutôt sur le terrain politique. C'est une question difficile. Je me la pose moi-même chaque jour qui passe. Je veux pas sortir de Facebook, je veux pas sortir de Gmail. Je veux pas m'exclure d'Internet. Juste en raison de ces questions de confidentialité, de respect de la vie privée. Moi, je veux y être, mais c'est important, justement, effectivement, qu'en tant que citoyennes et citoyens, nous demandions à nos responsables politiques de s'assurer, justement, que ces entreprises, ces poids lourds du numérique respectent les données personnelles. Parce que, tu as raison, qu'est-ce qu'on fait? On se débranche. On ne peut pas faire ça. Il y a aussi des avantages. Ces appareils sont merveilleux. Franchement, ils me permettent d'aller d'un endroit à un autre. Moi, j'ai pas le sens de l'orientation, franchement.
Et Google Maps me prend par la main et m'amène où je veux. J'y trouve toutes les réponses aux questions que je me pose. Franchement, je veux pas décrocher. Et en même temps, je pense que nos responsables politiques doivent absolument faire quelque chose de fort, quelque chose de clair, afin que ces entreprises n'abusent pas de leurs privilèges, de leurs droits, et qu'on ne finisse pas par regretter d'avoir jamais utilisé ces trucs-là. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelque temps, il y a eu un temps où les comptes de courriel coûtaient cher. Quand moi, j'ai commencé à travailler en tant que juriste, au début des années 90, je devais payer du genre 70 € par mois pour avoir un compte de courriel. Et puis tout d'un coup, Gmail est arrivé, a dit oh c'est gratos. Et tout le monde a sauté sur l'aubaine. Tout le monde a les entreprises qui avaient des comptes, qui vendaient des comptes ou qui louaient des comptes payants, ont fait faillite au contraire parce qu'elles pouvaient pas tenir. Elles pouvaient pas tenir face à la concurrence. Donc, effectivement, ça représente un énorme avantage que ce soit gratuit, mais je crois qu'on peut les obliger à gérer autrement, à respecter autrement le caractère privé de nos données. Ça peut se faire, on peut faire coexister les deux choses, mais il faut qu'il y ait un programme. Oui, désolé, j'ai l'impression que je prends la parole sur toutes les questions, mais c'est une question fort intéressante. Moi, j'ai pas de réponse non plus, mais il faut qu'on y réfléchisse effectivement, parce que potentiellement, il y a un côté sinistre au fonctionnement d'Internet. Il y a des conséquences sociales lourdes à s'exclure soi-même de ces réseaux. En tant que personne, on est pratiquement censé avoir un compte Facebook ou des comptes qui sont utilisés pour trouver un appartement ou pour chercher un emploi. On rate vraiment quelque chose si on n'y est pas dessus. Et je crois que c'est vraiment un aspect extrêmement intéressant de cette discussion. C'est une question fort intéressante, vraiment. Joe, vous avez quelque chose à nous dire ? Plus ce débat se prolonge, plus je pense que la personne qui a trouvé le titre de la séance était très futée. Parce que, en fin de compte, la question, c'est une question de contrôle. Il ne s'agit pas de savoir si les données existent ou non, s'il y a des bons usages ou de mauvais usages. La question, c'est nos infos, elles nous concernent. Quel contrôle pouvons-nous exercer dans un tel contexte? Et oui, si vous voulez une carte de fidélité dans un magasin, ayez une carte de fidélité dans un magasin, mais est-ce qu'il faut que cette carte soit à votre nom réellement? Moi, j'ai une carte de fidélité que je suis censée enregistrer, je ne l'ai pas fait, on m'a jamais demandé, donc je la garde. Il me donne des coupons d'achat assez régulièrement, c'est parfait. Donc pourquoi en fait devancer l'appel? Et il y a des règles sur l'anonymisation et on devrait demander que les informations dont on a besoin réellement pour faire son boulot. Est-ce que le supermarché a vraiment besoin d'avoir votre nom, votre adresse? Non, la réponse est non. En théorie. Il y a aussi d'autres choses qu'on peut faire pour se défendre. Plus les données sont petites, moins elles sont intéressantes. Donc si vous allez sur Gmail, on est sur une énorme base de données. Si on va sur Gmex ou sur la base d'un fournisseur de données local, ou si vous créez votre propre boîte sur votre propre serveur, une petite base de données, et c'est moins risqué. Il y a moins de données que sur une grande base de données. Donc elle est moins intéressante. Moi je suis super fière de mon téléphone. C'est pas Android, c'est pas Windows et c'est pas Apple. Le système s'appelle Sailfish et il n'y a pas beaucoup de gens qui l'utilisent. Et donc c'est pas super intéressant pour qui que ce soit justement de pirater le logiciel qu'il y a derrière. Sur la question de l'autodéfense en quelque sorte,
le cryptage des courriels n'est pas si difficile que cela à faire. En tant que citoyen du cybermonde, j'ai des courriels cryptés. D'autres personnes vont sur Gmail, font lire leur courriel par Gmail, font lire les liens par Gmail. Si ça vous va bien, d'accord, moi je suis pas très sûre de me sentir à l'aise quand j'envoie des courriels ou d'envoyer des courriels sur Gmail. Franchement, j'ai oublié un petit peu la question maintenant. Oui, je crois que tu y as répondu quand même. Et toujours sur les cartes de fidélité, j'aimerais que les gens lèvent leur main. Combien d'entre vous ici avaient des cartes de fidélité chez une enseigne ou une autre? Allez. Allez. Oui, une carte de fidélité, c'est les cartes qui vous donnent des points en fonction du nombre d'achats et qui vous permettent d'avoir peut-être certains avantages. Combien d'entre vous utilisent le Gmail? Ouais, moi aussi, je vais pas vous mentir. Oui, merci. On continue. On avait un jeune homme à l'arrière avec une chemise noire. On vous écoute. Tobias, Basse-Bavière. J'aimerais avoir des exemples. Comment est-ce que sur Facebook ou des services sur Internet, quelles sont les conséquences pour le consommateur? Moi, ça fait plusieurs années que je suis sur Facebook ou sur Hotmail, mais j'en ai pas ressenti les conséquences. So I think Joe will... Joe va répondre. Pas sur Facebook, mais c'est intéressant, me semble-t-il. Il y a une histoire bien établie qui remonte à quelques années d'un papa très en colère qui va au supermarché Target et qui était furieux parce que Target avait envoyé à sa fille adolescente des coupons pour des trucs pour des bébés. Ils encourageaient donc sa fille à avoir une activité sexuelle. C'est comme ça qu'ils voyaient. Et vraiment, c'était une honte. Et puis il est revenu s'excuser quelque temps plus tard parce que Target savait que sa fille était enceinte en fonction des choses qu'elle avait achetées. Mais lui, il ne le savait pas encore et c'était son père. Donc il y a de plus en plus d'infos qui peuvent être exploitées, interprétées, piratées, utilisées d'une manière ou d'une autre. Les compagnies d'assurance seront intéressées par ces infos, les boîtes de pub, les futurs employeurs vont être intéressés. Exemple intéressant. Les entreprises, enfin aucune entreprise ne sait ce qui lui a été fait comme tort sur Internet, mais une personne futée s'est aperçue qu'on pouvait cartographier les interactions entre entreprises sur Facebook et leur solidité financière. On s'en rend pas compte au moment où on utilise le service, mais dans 6 mois, dans 1 an, l'analyse des grands volumes de données montrera que votre comportement d'entreprise est semblable à des entreprises qui ont fait faillite et les banques prendront les mesures nécessaires. La question c'est, est-ce que vous pouvez courir ce risque? Comment... Vous ne pouvez pas savoir ce qui se passe en termes d'interaction entre ce que vous faites avec d'autres personnes dans l'entreprise. Qu'en est-il des gens qui sont
dans un cercle un peu plus loin de vous, à une personne de vous. Est-ce que ces personnes sont toutes sûres? Est-ce que vous êtes sûr que vous n'êtes pas en contact avec un terroriste, par exemple, par une personne ou une personne qui connaît une personne qui vous connaît? Bien, je vais demander que les réponses soient plus rapides afin que nous puissions terminer à 16h30. Il est déjà 16h. Je suis vraiment heureuse de la vivacité du débat, mais nous voulons également rester dans les clous. Je crois qu'il y avait plusieurs demandes de parole. 127, le monsieur en chemise blanche, et puis 99. Oui, vous. Et puis 157, le monsieur à la cravate bleue là-bas au fond à droite. Go ahead. Thank you. Allez-y. Oui, je vous remercie. Je suis Thorn, je viens d'Allemagne. J'aimerais commencer en citant mon prof qui a dit que ceux qui abandonnent la liberté pour la sécurité finiront par perdre les deux. Et j'aimerais souligner que la majorité des gens n'utilisent que 6% des potentialités d'Internet. C'est vraiment la partie émergée de l'iceberg. 94% des possibilités d'Internet, c'est pas nous qui les utilisons. Ce serait intéressant d'indiquer aux gens comment ils peuvent utiliser ces 94% pour qu'on puisse décider de ce qui est fait de nos propres informations, pour qu'on contrôle nos usages, pour qu'on puisse décider de l'accès à nos données, parce qu'on a entendu parler donc des entreprises pharmaceutiques, des entreprises de renseignement, etc. À qui s'adressait cette question? La question s'adresse à tout le monde, à la tribune. Qui souhaite répondre? Oui, c'est une déclaration tout à fait sensée. Moi, le plus gros problème que je vois dans l'idée d'une campagne pour une meilleure législation, parce qu'on parle aux politiques, c'est que, et lorsque je regarde les réactions à l'affaire Snowden, qu'il y a une différence entre des données brutes qui ne sont que des données brutes, mon nom c'est mon nom point barre, mon courriel c'est mon courriel, et puis les hypothèses, les profils, les analyses, eh bien les gens ne comprennent pas cela. Donc plus on peut les former, mieux nous pourrons nous défendre. Vous avez raison. Mieux vaut prévenir que guérir. Un homme averti en vaut deux, et pour le moment on n'est pas averti. Une citation intéressante sur Twitter. Vous avez dit, j'essaie de bien voir, de bien retrouver la citation. Votre tweet, quelqu'un demandait comment on pouvait empêcher Google de nous envahir, d'envahir notre domaine privé. Vous avez dit eh bien que le domaine privé c'est pas compatible avec leur modèle économique. Peut-être que vous devriez payer. Oui, la seule raison de l'existence de Google, c'est justement l'exploitation des données. Si vous payez pour votre service, ne soyez pas redondants et ils n'auront pas à envahir votre vie privée. Moi, pour un de mes services de courriel, je paie. C'est pas garanti à 100%, mais j'ai un niveau élevé de respect de ma vie privée. Et les données biométriques comme la reconnaissance faciale, on a pensé, puis plus tard on en sera aux données concernant le génome. Qu'est-ce qu'on aura comme obstacle dans les 10 à 15 ans à venir à opposer à cette montée en puissance? Alors j'ai vu Joe sauter de son fauteuil pratiquement. Je lui donne la parole. J'ai assisté à un grand nombre de débats de politique où on part du principe que soit c'est possible de
gagner énormément d'argent comme Google avec cet argent, avec son modèle économique, soit ce modèle économique n'existe pas. Internet existait, les services gratuits existaient. Moi, j'ai eu mon courriel en 1998 et ça existait sans que je sois profilé et pris sous la loupe de la même manière que c'est fait aujourd'hui. Donc, je ne suis pas certain que les choses soient aussi binaires, contrastées que vous le soulignez. Quand vous avez parlé d'obstacles, vous parlez d'obstacles en termes juridiques, c'est ça? Qu'est-ce que vous entendiez par là? Les données sur le génome, on va les retrouver, mais est-ce qu'il y a d'autres choses nouvelles qu'on va retrouver là? Parce que c'est quand même sa nature intrinsèque. Le règlement qui est en travail à l'heure actuelle ne va pas super bien gérer cet aspect, à mon sens. Oui, on pourrait aborder cette question et de fait, on ne le fait pas. Le jeune homme, je vous rappelais que vous pourrez continuer à parler à ces experts avec eye contact après 16h30. Si vous souhaitez le faire, vous pouvez dire je passe lorsque j'en arriverai à vous. Mais pour le moment, il y a une liste de questions et je vais essayer de vous permettre le plus possible de les poser. Continuez aussi à envoyer des tweets sur hashtag iStream. Le jeune homme avec la chemise rayée. Le maillot rayé. How do I... Oh. Well, my question... Ma question porte sur les questions de sécurité et s'adresse à Leonardo. Il semble que pour un grand nombre de personnes, la sécurité est l'argument le plus convaincant pour laisser les poids lourds du numérique faire ce qu'ils ont envie, mais j'ai entendu d'autres informations et des gens comme Snowden dire que il n'est pas du tout prouvé que ces données énormes aient permis de lutter contre le terrorisme et la criminalité. Quel est votre avis à cet égard? Merci. Je ne sais pas si vous savez qu'il y a quelques semaines, la Cour européenne de justice a déterminé que la directive sur la conservation des données était illégale. Ça a déjà donné lieu à un grand nombre de commentaires. Mais c'est une décision énorme prise par la Cour européenne de justice sur quelque chose qui a fait l'objet de discussions qui étaient adoptées par le Conseil, le Parlement. L'organisme pour lequel je travaille, celui du contrôleur de la protection des données européen, a diffusé un avis il y a quelques années lorsqu'on a débattu tout cela en disant que la proposition était illégale, qu'on ne pouvait pas recueillir toutes ces infos et les garder comme ça. Mais personne ne s'en est préoccupé. Or maintenant, si on regarde l'arrêt de la Cour européenne de justice, eh bien on s'est aperçu que les arguments sont pratiquement les mêmes à 100% par rapport à ce qu'a dit le contrôleur de la protection des données. Donc moi j'ai tendance à être d'accord avec vous, c'est-à-dire que toutes ces soi-disant ces arguments de sécurité qui sont invoqués ne sont pas très convaincants. Et je pense que les agences de renseignement sont tentées de recueillir autant d'infos qu'elles le peuvent en pensant que peut-être à l'avenir elles seront exploitables pour un objectif ou un autre, mais elles n'ont pas encore la technologie nécessaire pour les utiliser de manière plus convaincante. Mais elle continue à recueillir ces données de façon préventive, entre guillemets. Et je crois que vous avez tout à fait raison sur ce point. Alors, du point de vue de sécurité, il y a quelque chose qu'on
qu'on a vu. Alors c'est très difficile, à mon sens, de décerner exactement le succès de la surveillance en termes de sécurité, puisque il y a des intérêts contradictoires, des services secrets qui sont secrets. Et il y a quelque chose qu'on remarque en matière de sécurité et de conservation de données, c'est que un grand nombre de personnes sont préoccupées par les possibilités de détournement du système. Par exemple, on a vu ça dans le cas Snowden, c'est-à-dire des personnels de sécurité. C'est censé être arrivé qu'une poignée de fois, mais et ces gens, en fait, qui gèrent ces systèmes, en fait, ils aiment bien aussi regarder ce que fait leur femme ou leur petit copain. Et c'est très difficile de savoir quelles sont les menaces qui ont été éliminées grâce à ces outils, mais on voit aussi que ça dégénère facilement et que ça justifie les préoccupations de certaines personnes, se demandant qu'est-ce qu'on fait d'autre comment est-ce qu'il peut y avoir des violations des règles qui sont censées nous protéger. Le monsieur sur ma droite, et puis ensuite j'utiliserai mon autorité d'animatrice pour passer aux aspects suivants. La jeune femme en haut à gauche, et puis ensuite là, et puis à l'arrière. D'accord? Le monsieur d'abord. Thank you very much. Je vous remercie. Merci d'abord pour ce très excellent exposé. Moi, ce que j'ai, c'est plutôt un commentaire qu'une question, mais les réponses sont bienvenues. Je ne suis pas certain que si on amenait tout ça devant la cour, le verdict serait forcément négatif. Je crois qu'il y a une marge d'argumentation du côté de l'État. Et pour moi, c'est évident qu'il y a une disproportion flagrante dans la mesure. La question, en l'occurrence, est la suivante. C'est quand même... on vend la dignité humaine, c'est dégradant, ça peut être manipulé et ça peut manipuler des individus. Nous sommes... tout le temps classés, mais dans des catégories sur la base de ce qui est censé être nos préférences. Et le seul fait que nous, en tant qu'individus, ne puissions pas retirer des données que nous avons données volontairement ou pas d'ailleurs, devrait nous inciter à la plus grande prudence. Et un certain dossier qu'il faudrait, un certain seuil qu'il faudrait prévoir. Et honnêtement, lorsque le marché rencontre le droit, eh bien, soit c'est une épreuve de force, soit c'est une bataille perdue. Des réactions? Bien. Ah oui, allez voir DuckDuckGo ou autre pour chercher AdBlocker déjà, qui vous permet d'agir un minimum. I was too quick for once. Yeah, just planning J'ai été trop vite finalement. La jeune femme en haut? Oui, je vous remercie. Merci pour votre temps. Je suis Aziz, je viens du Royaume-Uni. Mon commentaire, c'est que tout le monde parle de censure, de contrôle, de responsabilité. Peut-être le consensus, c'est que c'est nous qui devrions prendre une responsabilité en tant qu'individu. Peut-être que ce serait plus facile au lieu d'essayer d'attendre quelque chose des entreprises, des gouvernements, d'être un petit peu plus sévère, de faire attention à ce que nous faisons. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir le droit, par exemple, de recueillir des informations nous concernant qui sont passées sur les moteurs de recherche, etc. Parce que je sais qu'on est préoccupé par la sécurité, mais il y a beaucoup de gens qui sont pas préoccupés par la sécurité. Peut-être qu'on pourrait avoir cette souplesse. Est-ce que vous vous adressez à une personne en particulier? Non, c'est ouvert. Carl, ça fait un moment que tu n'as pas parlé. Ouais, mais je l'ai dit, je suis pas vraiment dans le domaine de l'élaboration de politique.
Leonardo. Oui, d'accord avec vous. Mais malheureusement, la notion d'action individuelle n'est pas la seule façon de s'en sortir. Par exemple, dans une relation dans le domaine de l'emploi, ce que vous pouvez vouloir ou non n'est pas pertinent. Si vous voulez travailler pour une entreprise, l'entreprise va vous dire est-ce que vous êtes disposé à faire ceci ou cela, sinon vous n'avez pas le boulot. Et donc il faut qu'il y ait d'autres bases pour juger de la laïcité de ce qui est fait. Mais il faut effectivement, vous avez raison, permettre aux individus de prendre des décisions. Ceci dit, malheureusement, sur Internet, c'est très difficile. Moi, je sais pas, vous avez déjà lu les conditions d'emploi et les aspects concernant votre vie privée, ou est-ce que vous faites comme tous les autres, vous cliquez sur oui et puis c'est parti pour un tour pour pouvoir télécharger l'appli sur votre téléphone? Si vous essayez de lire ces déclarations, mais c'est parfois 200, 300 pages, vous vous rendez compte que vous dites oui à tout un tas de trucs qui pourraient être faits avec vos données. Vous dites oui, ça peut être utilisé, vendu, partagé. Si vous dites non, je suis pas d'accord, vous n'avez pas l'appli, point barre. Donc je crois qu'on a quand même besoin de penser au-delà de la responsabilité individuelle à d'autres critères qui légitimisent ce processus. Il me semble avoir entendu que sur certains smartphones, en fait, on a un accès lié à votre empreinte digitale. Et les gens disent ah ouais, c'est super cool. Mais pour moi, c'est une honte. Qu'en est-il ensuite si vos données apparaissent un jour sur une scène de crime? Quelqu'un pourrait très bien pirater votre empreinte digitale et la manipuler et la laisser tomber sur une scène de crime. C'est quand même fou. Vous n'avez quand même pas besoin de votre empreinte digitale pour avoir accès à votre propre téléphone. Ça montre de manière flagrante l'insuffisance de la culture de protection des données qu'on a. Alors une idée cool, franchement, ça met tout le monde en danger. Nous savons toutes et tous qu'il y a des problèmes, qu'il peut y avoir des problèmes de sécurité, même s'ils disent que ça va rester dans votre téléphone, ça n'ira pas plus loin. Si quelqu'un le pirate, si quelqu'un y a accès, eh bien vos empreintes, on va les retrouver partout. Merci. Il y avait une question rhétorique, mais ce serait intéressant de savoir qui d'entre vous lit les conditions en matière de vie privée avant de télécharger une app. Well done you. Bien, bravo. All of it, yeah. Mais vous lisez tout, vraiment tout, à chaque fois. Seulement 2 questions avant de conclure. Tout d'abord au fond de la salle et puis la jeune fille devant. Je vous en prie. Bonjour, je m'appelle Anna, je viens de Roumanie mais j'étudie en Allemagne, à Berlin. Ce que je trouve intéressant, c'est que lorsque l'on a un compte email, un compte Facebook ou n'importe quoi sur un réseau social, par exemple, il y a toujours des publicités sur le côté de l'écran. Et c'est impressionnant de voir qu'à chaque fois, cela correspond aux recherches que l'on a fait sur Internet. Donc il n'y a pas que la police qui nous surveille, il n'y a pas que les hommes politiques, il y a aussi les entreprises. Et en fait, tout le monde. Est-ce que vous pensez que l'on pourrait avoir une législation efficace contre ce genre de choses, contre toutes les entités qui nous surveillent sur Internet, ou alors comment est-ce qu'on pourrait y arriver? Je sais que c'est très complexe. Bon, il n'y a pas que Google. Bon, on peut dire qu'il n'y a que Google dans un sens, mais Google, c'est par exemple un fournisseur d'email, un réseau, un moteur de recherche, un réseau social, un réseau de publicité, un réseau d'analyse. Et Google a accès à toutes ces données. Si vous allez sur un site internet qui utilise les analyses de Google, vos données sont ensuite envoyées à Google.
Et cela peut être utilisé ensuite pour les publicités ciblées. Si vos recherches peuvent être utilisées par Google, ben bien sûr, on en arrive à cela. Avec les big data, Google et les publicités liées à Google, c'est vraiment l'exemple flagrant, l'exemple le plus visible que l'on peut trouver. Plus une entreprise est grande, plus il est facile de la trouver et plus il est facile de réglementer. Comme je l'ai dit il y a maintenant plusieurs heures déjà, Google est très sensible à la législation européenne. Et leurs responsables ont dit que quels que soient les textes adaptés en Europe, ils vont les respecter. Cela deviendra leur norme. Il y a par exemple des règles que l'on pourrait mettre en œuvre, que l'on devrait mettre en œuvre, accès aux données, suppression des données, notification en matière de données. Autant de principes qui existent dans le droit européen. Mais ce qu'il nous faut maintenant, c'est une loi européenne, cohérente, harmonisée, qui soit mise en œuvre de façon efficace. Mais au lieu de cela, on a maintenant un ou deux régimes qui existent en Europe et dans lesquels l'application de la protection des données est vraiment effarante. L'Irlande, mon pays, c'est l'un d'entre eux. Et le siège de Google en Europe est justement en Irlande. Le siège européen de Facebook est en Irlande. LinkedIn, le siège européen est en Irlande. Vous voyez donc ce qu'il en est. Alors on peut le faire. Il y a même un procès contre Google en Irlande à l'heure actuelle. Les autorités de protection des données irlandaises ont vraiment fait des efforts incommensurables pour ne pas réglementer Facebook et cela sera justement examiné par le tribunal. Mais ce n'est pas ici un dernier recours. On peut faire les choses. Le fait qu'on ne le fait pas pour le moment, ça ne signifie pas que c'est impossible, qu'on ne peut pas le faire. Merci. Dernière question pour aujourd'hui. Bonjour, je viens d'Allemagne et j'aimerais savoir si l'Europe a besoin de Snowden pour continuer à faire des révélations. Maintenant, on ne sait pas s'il y a encore des choses dont on n'a pas connaissance ou pas avec Prism normalement. Et je voudrais savoir si l'on pourrait avoir peut-être des politiques efficaces en matière de protection des données ou pour limiter les cas d'abus dans leur utilisation. Karl. Oui, je pense que c'est possible. Depuis les révélations de Snowden, on ne sait pas tout ce qui se passe partout dans le monde encore. Comme je l'ai dit, il y a ces échanges de données entre les services secrets, par exemple. C'est vraiment quelque chose qui existe. Même si les révélations ont confirmé beaucoup de choses que l'on soupçonnait, que l'on savait plus ou moins déjà, on peut dire, on peut être sûr qu'on ne sait pas tout. Et ceci dit, cela ne signifie pas qu'il y a des services secrets qui sont aussi puissants que ce qui a fait l'objet de révélations. Mais en tout cas, il est sûr que l'on ne sait pas encore tout. En ce qui concerne les mesures que l'on pourrait adopter, je ne sais pas vraiment. En tant que journaliste, mon travail est d'être curieux, de m'intéresser à tout cela, de l'expliquer aux gens, dont j'espère qu'ils sont également curieux et qu'ils s'intéressent à cela aussi. J'aimerais qu'il y ait une sensibilisation du public, que le public s'intéresse à cela. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles le journalisme est important pour la démocratie. Donc, dans les grandes lignes, je suis convaincue que la confirmation de ces soupçons a été une bonne chose, un bon point de départ, parce qu'il faut que les gens sachent ce qui se passe. Merci. Pour conclure cette session, je demanderai aux membres du panel de très brièvement faire des commentaires, nous dire où nous en serons dans 5, 10 et 20 ans avec les big data. Joe, dans 5 ans. Dans 5 ans, nous découvrirons
que les efforts déployés pour réformer la protection des données en Europe aura été un échec et l'on débattra d'une réforme de la protection des données en Europe. Allez bien sur wepromise.eu. Karl, dans 10 ans, comme toutes les études en la matière vous le montreront, il est difficile de faire des projections. Souvent, elles manquent de précision. Donc voilà, ici, il y a encore un grand point d'interrogation. On ne sait pas ce qui va se passer dans 10 ans. On pense qu'au moins on en sera à un stade où les questions qui sont posées aujourd'hui, maintenant, à l'heure actuelle, bon, bien sûr, il y a des défis de taille, tout cela est très complexe, c'est délicat, donc c'est difficile de répondre. Mais j'espère que ce débat, on sera arrivé à un stade... Bon, en fait, j'espère que l'on comprendra déjà bien les grands concepts dont on parle. Bon, voilà, ma réponse a été très vague, hein, mais tout cela pour dire que je ne sais pas. Leonardo, et dans 20 ans, où en serons-nous? Eh bien, cela fait maintenant 15 ans que je travaille dans la protection des données, 15 ans. Lorsque j'ai débuté, il y a 15 ans, la protection des données, c'était vraiment une toute petite question. La plupart des gens ne savaient même pas que la protection des données existait. Et aujourd'hui, 15 ans plus tard, la protection des données, c'est vraiment la grande question. Et une fois que le règlement en cours de négociation aujourd'hui aura été adopté, nous pourrons espérer avoir une protection des données en Europe avec des autorités de protection des données à Bruxelles qui seront fortes. On pourra ainsi parler directement avec poids aux Américains. Moi, je serai un peu plus optimiste. Je pense que l'on va avancer, mais parallèlement à cela, à mon avis, il y aura peut-être un changement de mentalité. Puisque les gens vont grandir avec les technologies, et ils auront l'habitude de voir des données échangées. À mon avis, on peut s'attendre à ce que les règles du jeu changent, elles aussi. Et peut-être que l'on encouragera davantage la flexibilité, en tout cas plus que ce n'est le cas aujourd'hui. Maintenant, il n'y a pas vraiment d'équilibre. On l'a vu aujourd'hui que les gens sont prêts à abandonner un tout petit peu de leurs données privées pour pouvoir bénéficier des technologies. Ils y sont prêts bien plus que par le passé. Donc on peut se dire que dans 15 ou 20 ans, peut-être que là encore, les mentalités auront changé. Mais de façon générale, à mon avis, la protection des données va devenir vraiment une question de poids à l'avenir. Merci. Eh bien, le temps a vraiment passé vite pendant ces 2 heures, très intéressant, vraiment des questions de qualité. Si vous n'avez pas obtenu de réponse, les membres du panel vont rester ici, donc ils vont rester dans la salle, ils sont là à votre disposition si vous souhaitez venir leur parler. Je garde un œil sur ce qui se passe sur Twitter. Et je suis persuadée que les membres du panel resteront en ligne également à la fin de la session. Merci à tous les membres du panel, Joe, Karl, Leonardo. Merci Marc d'avoir organisé cette séance. And thank you guys. Et merci à vous d'être venus, d'avoir posé toutes